Une atteinte de la voie excrétrice, ça veut dire soit des antécédents de LEC, lithotripsie extracorporelle, des images lithiasiques à l'AUSP, une prise en charge du reflux, une tuberculose, une radiothérapie quelconque, donc pour une tumeur pelvienne, etc. Donc une histoire urologique. Des particularités morphologiques, ça veut dire, vous m'entendez, بربي vous suivez خاطر تسمعوا فيا. Allô? Oui, madame. Oui, on vous entend. D'accord, il n'y a pas de réactivité. Si vous voulez m'interrompre, vous n'hésitez pas. Hein. Vous levez la main, interrompez-moi, tout simplement, posez des questions. Donc, donc, je continue. Des particularités morphologiques à type d'asymétrie prononcée. L'asymétrie, tout simplement, si l'urine reflue sur un rein plus que l'autre. Par exemple, un reflux, grade 2, fait le rein droit, un grade 3, fait le rein gauche. Donc, automatiquement, il va atteindre plus le rein gauche. Donc, on aura une asymétrie, etc. Alors, les initiés urologiques, on les classe. Obstacle ou pas obstacle. Obstacle, alors ça peut être un corps étranger, ou la lithiase, voilà. En tout cas, une obstruction luminale, urétérale, ou la vésicale. Ça peut être un rétrécissement, tout simplement, une sténose, par exemple, infectieuse, tuberculose, post-radique. Ça peut être une compression, donc compression extrinsèque, par exemple, une fibrose rétropéritonéale, par exemple, un traumatisme, etc. Donc, vous voyez que l'obstacle, il peut être de toute nature. Il peut être uni ou bilatéral, Z. Mais en général, on dit que pour l'insuffisance rénale aiguë, on exige que l'obstacle soit bilatéral. Pour le chronique, c'est autre chose. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, à vous de les classer selon le niveau d'obstacle et selon le type. Compression extrinsèque, rétrécissement, voilà, obstruction luminale. Donc, on peut avoir l'atteinte de l'urètre postérieur, comme les valves de l'urètre postérieur, un stade congénital et surtout chez l'enfant. Syndrome de la jonction, donc, qui est congénital et se voit chez l'enfant comme chez l'adulte, Z. Donc, c'est la jonction pyélo-urétérale qui est inadéquate, une dilatation pyélique suite à un rétrécissement de la jonction. Donc, une anomalie de la motricité qui m'a la vessie neurologique. La vessie neurologique, c'est un obstacle. C'est un obstacle, mais de la motilité. Chez, par exemple, le diabétique. Le diabétique, il a une vessie neurologique par atteinte de la neuropathie végétative. Donc, ça va donner un obstacle qui est bas situé. On dit que c'est une atteinte vésicale et qui va retentir sur le haut appareil. Il va donner un reflux, peut donner un reflux vésico-urétéral, par exemple. Une fibrose rétropéritonéale, un adénome de la prostate, une tuberculose. Une tuberculose معروفة, elle creuse le parenchyme, elle sténose les conduits. معروفة هذه. Donc, elle va donner des cavernes au niveau du parenchyme. إذا كان bien sûr نحكي على tuberculose urogénitale. Elle va donner des sténoses urétérales Donc, la tuberculose, c'est par mécanisme de rétrécissement. Les tumeurs vésicales ou utérines, tout simplement par engainement des urtères ou envahissement loco-régional. Le méga-urtère, c'est un obstacle زاد كيف de la motilité. On va voir après, je vais passer maintenant. Donc,
pour continuer avec les initiés par obstacle, donc l'obstacle est responsable d'une augmentation de la pression intraluminale, d'une stase urinaire avec infection urinaire à répétition et d'une vasoconstriction médulaire. C'est un fait important à souligner, Madame Jett, physiopathologie, l'atteinte de la médulaire. Alors, l'atteinte de la médulaire, les néphropathies interstitielles chroniques, elle est fréquente, hein, très fréquente. وبعد باش نشوفوا معناها qu'est-ce qu'elle elle va donner sur le plan clinique. Une diminution de l'osmolarité urinaire, ce qui est responsable du gradient cortico-médulaire, c'est la médulaire. Donc, on va avoir une perturbation de l'osmolarité, une diminution de l'osmolarité urinaire, donc des urines diluées, et aussi la médulaire, quand il y a une vasoconstriction, donc le sang n'arrive pas pour l'irriguer, on peut avoir une nécrose de la médulaire et donc des papilles. La vascularisation terminale de la médulaire, elle va irriguer les papilles. Les papilles, donc les papilles, comme ils vont être nécrosées, et d'où كلمة la nécrose papillaire. هذاك علاش نلقاوها la nécrose papillaire في la néphropathie des analgésiques, chez le drépanocyte, في الnéphrite interstitielle chronique en général. Donc cette nécrose papillaire, elle va faire que la papille va se détacher et va migrer. Elle peut donner donc une symptomatologie même de colique néphrétique, avec plus ou moins une insuffisance rénale oligo-anurique selon la gravité de l'atteinte. Donc, je reviens aux initiés par obstacle. Donc, le diagnostic est posé par quoi? Par donc, on n'a pas besoin de biopsier, il ne faut pas biopsier tout simplement, mais c'est l'imagerie, c'est la place de l'imagerie. Donc, on va faire une UIV, une urographie intraveineuse, un UCR, l'AESP, l'écho rénal et un tableau de NIC, et on concorde tous les arguments et on retient le diagnostic. Donc le traitement, bien sûr, c'est la suppression de l'obstacle. Le reflux vésico-urétéral, donc les énicés urologiques, énicés par obstacle et énicés du reflux. Le reflux est responsable de 90% des PNC de l'enfant et de 50% des PNC de l'adulte. Allez, on insiste là-dessus, c'est une neuropathie très fréquente. Alors ça peut être primitif comme ça peut être secondaire. Ça peut être les deux. Je m'en ai un secondaire. C'est à la définition, c'est une régurgitation de l'urine vésicale dans l'urètre et les cavités excrétrices intrarénales par anomalie de la jonction urétéro-vésicale. لازم تعرفوا العباد الكل في الاناتومي نتاعنا عندنا un système anti-reflux قريتو هذا قبل. Donc un trajet intramural dans la vessie qui est horizontal, qui va faire le mécanisme anti-reflux. L'urtère, il est mal implanté في الvessie. Donc, ça va faire le reflux vésico-urétéral congénital primitif. D'accord? Alors, Sarat, il est secondaire. Et secondaire, on va avoir une altération de ce mécanisme anti-reflux par une autre cause acquise quelconque, une vessie neurologique, une valve, l'urétère radié, une lésion chirurgicale, tout simplement ligature d'urétère, ou une par exemple, un exemple naturel comme dans la vie de tous les jours, en néphro, fait transplantation rénale. Quand on fait une transplantation rénale, donc on transplante, qu'est-ce qu'on transplante? Le rein et l'urétère dans la vessie du patient et on abandonne l'urétère natif du patient, on l'abandonne dans le pelvis. Donc cette jonction chirurgicalement, elle peut ne pas être très bien faite. Donc dans ce cas-là, on va avoir un reflux sur le greffon et qui est secondaire. Donc, elle est exemple. Alors, la particularité du reflux,
ça donne, alors si le début il est congénital, ça va donner des hénicées précoces. Donc la révélation, en général, qui la clinique elle est latente, donc je m'en ai à latente, ça veut dire une découverte par les complications, ou les complications c'est les infections urinaires. Donc le mode de révélation c'est les infections urinaires. Avec Alej, j'empiète pour la prévention. La prévention, médecins de première ligne ou les pédiatres, il faut explorer les infections urinaires à répétition. Quand est-ce qu'il faut explorer? مش أي واحد باش يعمل infection urinaire باش تقوم تعمل له UCR, UIV ou écho-rénal. Donc, il y a des directives, il y a des recommandations et c'est là la place de la prévention dans les néphropathies interstitielles chroniques. Il faut aller détecter l'anomalie avant sa complication liée à l'insuffisance rénale chronique et après terminale. Alors, il faut évoquer le reflux. Des signes tout simplement cliniques. La miction en deux temps. La miction en deux temps. C'est le résidu post-mictionnel. Il va vider son urine, il revient pour vider son urine une autre fois. Les douleurs ascendantes permictionnelles, elles témoignent tout simplement de la régurgitation de l'urine vers les uretères. Une énurésie tardive, une perte d'urine à un âge avancé, par exemple à l'adolescence. Ça témoigne de la nicturie, etc., puisqu'elle donne des troubles, une augmentation, donc une polyurie, tout simplement. Alors, le diagnostic, il est radiologique, on n'invente rien, c'est l'UCR. L'UCR est fait lorsque le CBU est négatif. Et sinon, l'UCR, c'est l'opacification de la vessie et des uretères. On coule par voie basse, c'est-à-dire pour la voie digestive, mais par sonde vésicale. Donc, on met en place une sonde vésicale et on fait passer le produit radio opaque par la vessie. D'accord? Femme à l'UIV, Z à l'UIV, l'urographie intraveineuse, donc par voie intraveineuse, on injecte le produit radio opaque et on visualise les cavités excrétrices. Femme à l'échographie qui va donner des signes indirects, une asymétrie rénale, des reins polylobés, etc. L'étude urodynamique, c'est surtout pour éliminer un problème de motilité au niveau des voies excrétrices. D'accord? Mais retenez que le diagnostic, proprement dit, c'est l'UCR. UCR, voilà le grade du reflux. نقولوا نحن 5 grades على خاطر في الجراد الأول عندنا une opacification incomplète de l'urtère، في الجراد الثاني عندنا une opacification complète، في الجراد الثالث opacification complète avec les calices، في الجراد الرابع les calices sont bombés. Les limites sont bombées, au fait le 5e grade, donc un urtère sinueux, tortueux, avec une dilatation extrême. Donc l'histologie, نرجع للhistologie, بربي نحيوها من خاخكم بالنسبة للhistologie reflux. نقولوها théoriquement رانا كي نعملوا on tombe sur des fibroses en bande radiaire ou atrophie tubulaire ou aspect pseudo-thyroïdien avec la dilatation, etc. Mais on ne fait pas de PBR en cas d'UCR. Alors le traitement c'est l'antibioprophylaxie, l'antibiothérapie en cas d'infection urinaire. La conduite, donc, chirurgie, mais le traitement endoscopique, il a sa place, c'est l'injection du téflon. Pour donc cette valve anti-reflux pour ajuster donc l'abouchement de l'urtère sur le vessie. Ou il peut être chirurgical. Alors chirurgical, ça peut être refaire tout simplement l'implantation urotérale ou bien une néphrectomie. Les indications de la néphrectomie sont des infections urinaires très invalidantes, une HTA associée à l'insuffisance rénale chronique, etc. Les causes non urologiques. Les causes urologiques, c'est elles qui prédominent, 50%. Il ne faut pas passer à côté. Le diagnostic est presque facile
est très évident par l'imagerie. Donc, il faut le faire, il faut l'éliminer toujours. On évoque une MIC et on ne demande pas un UCR minimum, éliminer une dithiase, etc., un obstacle, etc. C'est très facile à éliminer. Les causes qui restent, les causes, il faut connaître les étiologies, elles sont très très variées, mais elles sont moins fréquentes. D'accord? Mais il faut les connaître tout simplement. Donc, on commence par les causes toxiques. Toxiques, ça peut être médicaments, ça peut être chimiothérapie quelconque, anticancéreuse, et ça peut être métaux lourds. D'accord? Et ça peut être des herbes médicinales, etc. Donc, on commence par la néphropathie des analgésiques. Allez, je dis la néphropathie des analgésiques. C'est un médicament qui est, donc, l'analgésique, donc, c'est le paracétamol. Paracétamol, il est très, très utilisé. Elle a l'accès au paracétamol. معناها تمشي للأوفيسين تاخذ الباراسيتامول. Donc, l'exposition, elle est facile. Mais quand est-ce qu'il faut l'évoquer? كل واحد ياخذ paracétamol, il va faire une néphropathie des analgésiques. Alors, néphropathie des analgésiques, il y a une dose cumulative. C'est l'apanage en général des femmes qui, par exemple, souffrent de polyarthrite rhumatoïde ou la polyarthralgie, voilà, qui consomment les analgésiques au long cours. Et, on dit théoriquement, il faut une dose cumulée de plus de 2 kilos. C'est énorme. Donc, mais elle est donc responsable de 2% des IRC terminales en France. Bien sûr, elle va toucher les femmes. Plus plaintives, plus axées à la pathologie inflammatoire, etc. Il faut une prise régulière, tous les jours. Celles qui se plaignent des migraines, d'accord? C'est une toxicité directe, tubulaire, donc des métabolites. C'est donc la clinique. Il faut l'évoquer quand il y a une HTA avec une anémie marquée, indépendamment de l'insuffisance rénale. Une anémie due à cette méthémoglobine. La méthémoglobine, c'est quand le fer il est à l'état ferrique et non ferreux, à 3+, oxydation 3+, et c'est dû à des produits oxydants, tout simplement. D'accord? Quand on prend, ça modifie la présentation de l'hème. Donc, c'est toxique, la méthémoglobine. On aura une anémie inflammatoire. Le syndrome des analgésiques, des myalgies, des douleurs abdominales, des arthralgies au long cours et cette hématurie aussi. Mais l'hypertension artérielle est très évocatrice. On trouve, elle s'associe fréquemment à la nécrose papillaire. Nécrose papillaire, en néphrologie, elle est évoquée, le terrain favorable chez le diabétique, chez le drépanocytaire, néphropathie des analgésiques et les infections urinaires à répétition. Alors, aussi en radiologique, il n'y a rien de particulier, des reins bosselés atrophiques, mais on peut avoir des calcifications papillaires au scanner. Fait important, c'est la complication cancéreuse. Alors, elle se complique de tumeurs urothéliales et c'est pour ça qu'on peut avoir des hématuries en cas de néphropathie des analgésiques. Et bien sûr, je parle au long cours, après 10 à 20 ans d'évolution. Donc, premier toxique, donc le paracétamol analgésique. Deuxième toxique, celle de lithium. Est-ce que tu as le sel de lithium? Est-ce que vous connaissez le lithium? Oui? Allô? C'est un traitement de maladie bipolaire, madame. C'est un traitement de? Maladie bipolaire. صحيتك bipolaire. نقولوا نحن psychose maniaco-dépressive. Avant, maintenant, vraiment, ils ont laissé tomber. C'est vraiment très, très néphrotoxique.
Déjà, il est toxique pour le cœur, il est toxique pour la thyroïde, il est toxique. Donc, il est toxique pour plusieurs systèmes, je gagne pour le rein. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un diabète insipide néphrogénique, d'accord, ce qui va donner la polyurie, et une acidose tubulaire distale, c'est-à-dire l'acidose type 1. C'est une toxicité favorisée par la prise simultanée de diurétiques. Fait important, il faut être d'accord là-dessus. Les diurétiques sont contre-indiqués en cas de néphropathie interstitielle chronique. C'est un tableau presque de déshydratation. Il a à la perte obligatoire d'eau et de sel. Et donc, il ne faut pas décompenser une insuffisance, plutôt une néphropathie interstitielle chronique, ou elle a activé sa progression par la prescription des diurétiques. Bien sûr, toujours, il y a la toxique, une dose cumulative. Donc, la toxicité, elle est dose dépendante. قد ما تطلع الدوز تاع التوكسيسيتي قد ما les signes sont plus importants. La prévention, c'est d'avoir une lithémie maximum à 0,6 mmol par litre avec une bonne hydratation. Et c'est vraiment une évolution lente. Je vous apprends rien de particulier. Toujours pour les médicaments. Alors, la cisplatine fait chimiothérapie, elle est utilisée avec une dose cumulée de plus de 100 mg par mètre carré de surface. Les anticalcinurines. Les anticalcinurines, on a le tacrolimus et la cyclosporine. Ce sont des immunosuppresseurs qu'on utilise directement après la greffe. Nous, en rénal ou la cardiaque ou hépatique, donc pour que l'organisme accepte le greffon. Donc, c'est des médicaments anti-rejet, mais malheureusement, ça donne une atteinte rénale toxique. Donc, c'est paradoxal, mais c'est ça. Et en prévention, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on dose le taux résiduel et donc il faut respecter donc la dose qui sera inférieure à la dose seuil selon bien sûr le délai par rapport à la greffe. Donc ça donne une toxicité interstitielle, une néphrite interstitielle chronique tout simplement. Là, on a une transplantation rénale qui on peut l'utiliser dans par exemple les LGM très réfractaires au traitement corticothérapie ou la MMF, donc, mais en troisième palier, si vous voulez. Alors, les métaux lourds, ce sont des toxiques. Toujours, donc on parle de néphropathie interstitielle chronique toxique, c'est une exposition environnementale. Donc, l'exposition au plomb. On parle de néphropathie saturnique. Le plomb, puisque donc sur le plan international qu'il est toxique, ils essayent de diminuer l'exposition partout. Donc, malheureusement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une hypertension artérielle avec une goutte précoce et sévère. Allez, je goûte. À la khatar, on a une anomalie de réabsorption de l'acide urique au tubule proximal. Le diagnostic est fait sur la plombémie. Donc, on dose la plombémie, elle est élevée. Le cadmium, toujours dans les métaux lourds. C'est une intoxication là professionnelle, parfois elle est environnementale. Ça donne un syndrome, une atteinte du tube contourné proximal, syndrome de Fanconi. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Fanconi? Le syndrome de Fanconi, c'est une atteinte du tube contourné proximal. Il va donner une altération de la réabsorption du glucose, des acides aminés, du phosphate. Donc, on va avoir une phosphaturie, une aminoacidurie, une urocurie, donc glucosurie. Donc, c'est selon la fonction de chaque portion du néphron. Vous savez que le tube contourné proximal, sa fonction est de réabsorber. La réabsorption donc, des acides aminés, du glucose, etc. Donc, tout ceci va être altéré.
Alors, on passe aux herbes chinoises. Alors, les herbes chinoises, ont été utilisées depuis l'Antiquité. Mais bien sûr, la particularité donc nocive a été mise en évidence que récemment dans les années 90. Donc, ça a fait du bruit en Belgique. Il y a eu plusieurs femmes, donc une centaine de femmes, qui ont utilisé ces herbes et des herbes amincissantes et elles ont évolué vers l'insuffisance rénale terminale. Et ça a fait du bruit. Depuis, ça a été interdit dans plusieurs pays, comme l'Europe, Venezuela, quelques pays d'Asie, mais d'autres pays le commercialisent jusqu'à nos jours. Donc, malheureusement, ça donne une forme quand même rapidement progressive, très lente. Donc, vous voyez ces 7 plantes-là. Dans la médecine antique, elle favorisait l'accouchement, j'ai lu ça sur rapide, mais c'était surtout pris pour l'amaigrissement. Donc, c'est la plante, donc la néphrotoxine est dérivée de Arastilochia fungi. L'évolution est sévère malgré l'arrêt de la consommation, avec une progression rapide en quelques mois vers l'insuffisance rénale terminale. Et encore, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est cancérigène. Elle est mutagène et elle donne des mutations, des tumeurs urothéliales. Alors, autre toxique, l'ochratoxine. L'ochratoxine, c'est une mycotoxine qui est synthétisée par des champignons donc microscopiques, qui peut être, elle a été mise en évidence dans quelques produits végétals, comme le cacao, les céréales et les graines de café. Donc, par souillure, bien sûr. Donc, il peut donner une atteinte rénale au long cours, NIC, évolution insidieuse vers l'IRCT vers l'âge de 30 à 50 ans. La néphropathie des Balkans, c'est un autre toxique. La néphropathie des Balkans par référence à la zone endémique liée à la zone des Balkans. Parfois, c'est l'Europe de l'Est. Et l'exposition, c'était une exposition environnementale à une eau de boisson polluée par la silice d'origine alluviale. Alluviale, les rivières, qui a donné l'accumulation de la silice dans le rein. Donc, on a remarqué chez ces patients-là des zones endémiques, donc l'atteinte rénale vers l'insuffisance rénale qui évolue tardivement à l'insuffisance rénale terminale, et aussi elle était responsable de tumeurs urothéliales. Donc, il y a le groupe des toxiques, les NIC toxiques, mais aussi les NIC métaboliques. Métabolique, ça veut dire une anomalie métabolique au long cours chronique. C'est l'hypokaliémie chronique qui va induire l'NIC métabolique. Donc, on peut avoir cette hypokaliémie chronique tout simplement dans les situations pathologiques d'abus de laxatifs ou bien de diurétiques. Les diurétiques majoritairement sont hypokaliémiques, hormis les diurétiques hyperkaliémiants qui m'aspirent spironolactone. Enfin, les syndromes de Bartter ou syndrome de Gitelman, et ce sont des syndromes qui miment la prise de diurétiques. Ils donnent, selon une hypokaliémie avec d'autres anomalies du métabolisme, du calcium, etc. Donc, ça va exposer vers les infections, une activation du complément. Cliniquement, ça se traduit par une polyurie avec une alcalose métabolique. Et à l'histologie, on a une vacuolisation des cellules tubulaires proximales. C'est tout simplement en relation avec l'hypokaliémie. L'évolution, elle est favorable si on corrige l'hypokaliémie.
Toujours dans les énicés métaboliques, l'hypercalcémie. Donc, l'hypercalcémie, elle donne des manifestations cliniques. Et l'HTA, à part l'énicé, donc l'HTA, et des signes en rapport avec le système cardiovasculaire, donc le cœur, des blocs auriculo-ventriculaires, vaisseaux, donc calcification. Et au niveau du rein, elle va donner une néphrocalcinose par dépôt de calcium dans les cellules épithéliales proximales et distales. L'évolution, donc, c'est la déshydratation par polyurie. On peut avoir une émission des microlithiases. La néphrocalcinose, ce n'est qu'une précipitation du calcium au niveau du rein. Et c'est des microlithiases qui finalement confluent entre elles ou l'aspect de néphrocalcinose au scanner. Et la correction de la calcémie va induire la stabilisation des lésions. Toujours dans les énicés métaboliques, on peut avoir les énicés dus à l'hyperuricémie. C'est ce qu'on appelle la néphropathie goûteuse. D'accord. ما عندهاش علاقة بالhyperuricémie familiale qu'on va voir après, c'est des énicés héréditaires. C'est-à-dire l'hyperuricémie, tout simplement, qu'on voit chez les malades qui sont atteints par un syndrome métabolique à côté de la dyslipidémie, le diabète, etc. Donc, comme la précipitation de l'acide urique se fait au niveau des articulations, elle peut se faire au niveau du rein. Le diabète peut donner, donc, une néphropathie glomérulaire, une atteinte glomérulaire, peut donner une néphropathie interstitielle chronique. Les énicés héréditaires. Alors, héréditaire, en chef de file, l'oxalose primitive. C'est une atteinte autosomique récessive, femme à 3 types. Type 1, 2, 3. Et le type 1, c'est dû à un déficit enzymatique en alaline glycoxylate aminotransférase. Donc, on va avoir une augmentation du glyoxylate. Donc, il va y avoir une accumulation des cristaux d'oxalate. Donc, au niveau interstitiel, on va avoir des lithiases radio-opaques. Donc, elle est au niveau du rein. Mais ça peut atteindre plusieurs autres systèmes, donc médulaire, foie, etc. Le traitement, c'est une cure de diurèse, vitamine B6. C'est très, très contraignant et un pronostic sombre par rapport au rein. Alors, même si on fait une transplantation, on doit la faire une transplantation double hépato-rénale. Le problème, le déficit enzymatique, il est au niveau du foie et donc la transplantation rénale seule ne peut pas pallier, donc on ne peut pas régler le problème. Toujours dans les énicés héréditaires, la cystinose, c'est une cause de lithiase, donc elle est autosomique récessive, donc elle va donner une insuffisance rénale chronique qui va évoluer vers la phase terminale à l'âge de 10 ans, donc qui est une atteinte précoce. Alors, tout simplement, le début, il est précoce. L'hyperuricémie familiale juvénile. Avec comme ça n'a rien à voir avec l'hyperuricémie atteinte type métabolique, elle est héréditaire, autosomique dominante. Elle donne des crises de gouttes précoces avant l'âge de 30 ans avec présence de kystes médulaires à l'échographie. Non métabolique. Alors, héréditaire non métabolique, ça veut dire ce sont les causes surtout des néphropathies interstitielles kystiques. Donc, la néphronophthise, qui est autosomique récessive par la mutation donc polygénique, femme à 9 gènes en tout, donc NPHP 1, 2, 3 jusqu'à 9 et 9 ou أكثر حتى لل 20. Donc c'est une mutation tout simplement qui va donner donc un tableau clinique fait de déshydratation, syndrome polyuropolytypique, retard mental et des kystes corticomédulaires à l'échographie. On a des signes extra-rénaux qui sont très évocateurs comme la rétinite pigmentaire recherchée au fond d'œil et la fibrose hépatique.
بعد فما les polykystoses récessives et dominantes, les tubulopathies, la drépanocytaire, هذوما dans les énicées héréditaires. Autre cause, alors les granulomatoses. Les granulomatoses, فما infectieuses et immunologiques, qui m'a le Sjogren, et la sarcoïdose, d'accord, qui peuvent donner des énicées granulomateuses. Les énicées immunologiques, donc qui m'a donc la maladie de Gout-Pasture liée par présence d'anticorps anti-MBG, elle peut donner, donc une atteinte glomérulaire, elle peut donner une atteinte interstitielle, mais ce n'est pas la classique, vraiment c'est rare. Ou bien une énicée par complexe IMA qui m'a fait le lupus. Donc le lupus peut donner une néphropathie interstitielle chronique. L'hépatite chronique active, cirrhose biliaire primitive, cryoglobulinémie. Donc, on va avoir un dépôt de complexe IMA dans l'interstitium. C'est ce qui va donner l'atteinte interstitielle. Et les énicées post-radiques. Voilà. Donc, l'évolution va se faire par le poids, la diurèse, la fonction rénale, l'ionogramme. Les modalités évolutives en général, c'est une évolution favorable. L'IRC, elle est lente. La perte ou déclin du débit de filtration glomérulaire, il est lent, qui m'appelle de 1, 2, 3 millilitres par minute par an, vers la stabilisation de lésions. La cause est maîtrisée, voilà, donc on maîtrise la progression. Ou bien elle est défavorable, on a découvert la cause assez tardivement, la prise en charge est tardive, ou bien un suivi qui est mal codifié. Donc, les complications, c'est les décompensations tout simplement de l'insuffisance rénale chronique, une HCA mal équilibrée, des médicaments néphrotoxiques, un obstacle, l'infection urinaire, etc. L'acidose métabolique peut être sévère et cette nécrose papillaire qui est, c'est une lésion ischémique de la papille et de la médulaire voisine. Qui peut se voir au cours de toutes les énicées et particulièrement les énicées par abus d'analgésiques. Donc le traitement, il est essentiellement préventif, donc il faut dépister. Donc une cause urologique, une exposition, une cause iatrogène et traiter précocement les causes de NIC, donc traitement étiologique. Le traitement symptomatique reste le traitement de la manière de maîtriser la progression de l'insuffisance rénale chronique et les traitements des décompensations. Bien sûr, les diurétiques qu'on a contre-indiqués à la khatraïa, déjà, c'est une perte obligatoire de sel. Le régime doit être normosodé, même en cas d'hypertension artérielle, il faut faire attention. Donc, on va prescrire un régime sans sel, on va qu'aggraver et activer la progression. C'est d'où l'intérêt de la prise en charge néphrologique et le traitement des complications de l'insuffisance rénale chronique au stade d'insuffisance rénale chronique, ça veut dire l'anémie, les troubles phosphocalciques. Donc, en conclusion, les énicées représentent un groupe hétérogène, vous avez vu, d'affections caractérisées par l'atteinte du tissu interstitieux. Interstitiel, c'est des causes très variées et dominées par les causes urologiques. La symptomatologie, elle est pauvre. C'est pour ça qu'on passe à côté si on n'est pas avisé. Voilà. Donc, une polyurie, c'est pas facile de mettre en évidence une polyurie, une leucocyturie aseptique, faible protéinurie, natriurèse élevée, donc que de symptômes biologiques qui donc sous-entendent qu'on a réalisé un bilan urinaire. C'est presque très rare. Les étiologies sont multiples, dominées par la pyélonéphrite chronique et le traitement qui est essentiellement préventif. Et merci. Donc, j'ai des questions. Oui. Madame. Oui. Madame, Ah. Oui, il fait partie des enseignements de l'AMC, l'apprentissage en milieu clinique. ما عندكمش les cours هذوما. يبقى لي عندكم كان syndrome néphrotique ou l'IRC. فهمت؟
معناها c'est pas un enseignement intégré معناها. نعم. معناها ليكوس انتوما نورمالمون ça sous-entend على ستاج والستاج هذا يتقرا في الواحد. انتوما اذا كان تحبوا خاطر لي زوتر كور اللي تقراو في ستاج نيفروباثي ديابيتيك واليغا والكل vous avez pas le support sur la plateforme هكا ولا؟ سي عندنا. اي على خاطر صحيح خاطر تقراوهم في الواف. ما نعرفش نزيد نشوف مع الريفيرون دو ستاج خاطر هذايا ما يتقراش في لونسينيومون فورمال هكا ولا ما يتقراش دونك oui معناها vous pouvez معناها si vous avez pris des notes هكا pour mais surtout c'est les étiologies là la clinique c'est معناها des فهمتوا معناها c'est une évolution lente quelques معناها شنو هو au sédiment urinaire ou à la clinique qu'est-ce qu'on a تعرفوها معناها le tableau interstitiel l'absence d'HTA l'absence d'œdème etc. et c'est surtout connaître les étiologies ok هذا هو معناها جوست باش تعرفوا. عندكم شي سؤال آخر؟ مادام نفسها نعم شنو؟ لي زيتيولوجي نتاع الانيسي نفسهم شنو؟ نتاع الNIA. نو لا ديجا الانيا هما يشبهوا لبعضهم في اللوكوسيتوري l'absence d'œdème l'HTA mais les maturies نلقاوها plus présentes في الانيا في الانيسي معناها les maturies كيما قلت لكم absente ولا إذا كان présente ça témoigne de la complication ou les étiologies في الانيا c'est plutôt infectieux immuno-allergique ou immunologique ou ساعات infiltratif oui on peut أما ما عنديش les causes toxiques c'est plus varié في الانيسي يشبهوا مش هما بيدها ما عندكش لي كوز الرجيك مثلا اللي نلقاوها برشا في الانيا لي كوز الرجيك الرجي او ميديكامون ايتترا ما تلقاهيش في الانيسي تلقى بلوتو لي كوز توكسيك كل حاجه على روحها. وي عندكم سؤالات أخرى؟ Allô? Donc on a terminé, c'est bon? Madame, باش تاخذ الابال. Oui. دونك هاو باش نعمل هالتال حسب ما مكتوب عندي. أبو حمد كمال. بريزون مدام. عيساوي محمد أمين. بريزون. دربل سهيل. حمزة ديلي. حمزة ديلية. حمزة ديلي. هبة بن سعيد. هبة بن سعيد. إيمان بوغرينة. إيمان بوغرينة. مدام بريزون ما خدمنيش الميكرو. باهي أوكي حطيتك بريزون. ريان غربي. ريان. بريزون مدام. أوكي. ريهام عبيدي. ريهام عبيدي. رزقي ليلى. رزقي ليلى. رجيبة اسكندر. رجيبة. اوكي تويتي مريم. وسلاتي هارون.
بريزون. زين عبيدي هذول قلنا زين عبيدي كاو زين عبيدي موجودة ولا؟ مادام بربي مادام حبيت ايه نشهد. هذه سيرين عاملة كونتاكت من الكونت نتاع زينة خاطر ما عندهاش كونت خاص فيها. شنو قلت لي آخر مادام بربي البارح ما خاطر قالوا عليه نهار الأحد.